Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, je reçois Thomas Such, consultant Design Ops Lead chez Pixis. Je te remercie chaleureusement d'avoir répondu positivement à mon invitation. Thomas, bonjour. Hello Paul. Eh ben, écoute, c'est un plaisir de t'avoir dans le podcast. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui parce qu'on va discuter d'un sujet qui est le Design Ops. Qui est intégré dans des entreprises avec une maturité souvent qu'on annonce très forte et en design. Et j'aimerais bien en fait justement un peu comprendre ce que vous avez mis en place et ce que toi tu as mis en place avec les équipes de Pixis. Et puis surtout peut-être, moi je serais peut-être un peu le poil à gratter, essayer de comprendre pourquoi vous avez fait ça. Peut-être est-ce que c'est possible de le faire aussi dans des environnements un peu différents. Et puis tout simplement avoir un Rex des intérêts, peut-être parfois des inconvénients du Design Ops. Bref, qu'on ait une discussion très ouverte autour de ça et que tu puisses nous partager toute ta connaissance. Ça te va ? Avec grand plaisir et merci pour l'invitation. Eh ben, je t'en prie. Tu sais, j'aime bien démarrer mon podcast pour comprendre un peu le parcours de la personne, par comprendre en fait à quel moment toi tu découvres le design dans ta vie. Est-ce que tu as un moment où tu t'es dit, tiens, ça me parle et ça va peut-être être le reste de ma vie ? C'est une bonne question pour le coup. Et puis bah écoute, ça remonte un peu à loin, parce que mine de rien, mon Et ouais. arrivée dans le design, ça s'est fait en 2010. En fait, moi j'ai un parcours qui était avec un démarrage dans le milieu dans le milieu des agences, et donc automatiquement qui était plutôt tourné vers finalement une logique de mission avec un temps assez court pour des grands comptes. Voilà, donc moi j'ai commencé dans ce monde-là, et ce que je trouve intéressant, bah voilà, notamment avec la première boîte qui m'a accueilli après mes études, c'était Silamir, donc une société de Ouais. conseil. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient déjà une ADN qui était tournée vers voilà le fait d'avoir des conseils tournés vers le business auprès de leurs clients. Et donc, ce qui était intéressant là-dessus, c'est que ça m'a mis rapidement dans le bain d'un monde où il y a une logique de comprendre les stakeholders business d'une part et parler à ses utilisateurs d'autre part. Donc, pas mal de research dès le départ. Donc, moi, c'était un peu mon monde, celui que j'ai découvert à mon arrivée. Et je me permets peut-être de revenir encore un petit peu plus loin. Le jeune Thomas, est-ce qu'il est plutôt le créatif ? Est-ce que c'est le cartésien ? Est-ce qu'il bidouille des choses sur son ordinateur ? Tu vois un petit peu et est-ce qu'il y a... Parce que quand même, juste avant, on n'a pas parlé de tes études, mais tu as fait Strat. Donc, il s'est quand même passé quelque chose un peu avant dans côté design. C'est vrai, c'est vrai. Moi, à la base, alors déjà, tu as posé deux questions, un peu de parcours, l'avant, et pour le coup, quelles étaient mes affinités au départ? Bah moi, j'ai toujours été un petit peu entre deux. En effet, moi, j'ai commencé avec un diplôme de design industriel, et donc le design industriel, bah, c'est avec quelque chose de très particulier pour ceux qui connaissent pas. C'est la conception d'objets, voilà, un peu du quotidien, du mobilier pour la maison, etc. Et il y a une particularité qui est très proche du produit qu'on connaît aujourd'hui, c'est ce côté bah, est-ce que voilà, si je conçois une chaise, par exemple, est-ce qu'elle va tenir debout? Est-ce qu'on va pouvoir la fabriquer à l'usine, etc. Elle est physiquement viable Elle est et physiquement dans la... viable, c'est ça. Ouais.
et comment, bah voilà, est-ce qu'elle va être ergonomique, est-ce qu'elle va plaire aux gens, etc. Et en fait, d'un coup, on est rapidement dans un métier où il y a ces dimensions de, on conçoit pour des gens qui vont fabriquer, on conçoit des gens qui vont les utiliser. Et donc ça, c'est un élément, donc à la fois où j'ai été avec un profil très créa dès le départ, et en même temps, il faut aimer hein, quand on travaille en industriel aussi, arriver à se confronter aux problématiques de conception et d'usage. Voilà, donc je pense que j'ai toujours été un petit peu dans un entre-deux pour répondre à ta question. Ok, ok, trop bien. Et donc là, chez Silamir, tu démarres en tant que designer industriel et tu évolues vers du digital, c'est Ouais, ça? c'est ça, c'est clair. Exactement. À l'époque, il y avait le web design d'une part, un peu d'applicatif, et d'autre part, il y avait pas mal d'équipements qui étaient notamment des équipements, on va dire, des afficheurs sur des objets industriels. Je sais pas, je vais te donner un exemple, hein. Demain, tu vas à la station-service, et ben voilà, il y a à un moment donné un écran qui te permet, ben voilà, de piloter le fait d'aller prendre de l'essence. Et ben moi, c'est le genre d'appareil sur lesquels j'ai travaillé à la fois sur l'objet physique et en fait, le client nous payait également pour travailler sur les écrans qu'il allait y avoir et on l'envisageait comme un parcours global, un élément Mm. d'ergonomie. Voilà Ouais, un donc peu le. entre design physique, design digital et presque même un peu du service design, de se dire quelle est l'expérience globale à faire vivre. Super intéressant. Et, euh, et ensuite, euh, tu évolues chez Frog et c'est après que tu rentreras plutôt en interne et que tu repartiras ensuite chez Nexton. Donc, t'as un parcours entre le consulting et les boîtes, je dirais dire, corporate. C'est ça? Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute. Exactement, exactement. En fait, moi, j'ai construit mon parcours globalement en rebond où à chaque fois, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me challenger sur le fait qu'il y a un domaine sur lequel j'ai une forte marge de progression et sur lequel j'aimerais bien apprendre. Je vais te donner un exemple. Ok. Moi, quand je suis parti de chez Silamir, voilà, j'avais ce parcours un peu comme tu le disais, de designer un peu généraliste avec une approche service design qui savait faire un peu de research et je me suis dit, bon, j'ai vraiment envie de gapper sur une dimension qui est celle en fait d'arriver à faire du travail collectif. Avec cet agent, la première agence où j'étais, il n'y avait pas ce côté intelligence collective, arriver à travailler avec le produit et la tech. Et je suis allé donc chez des gens qui étaient très forts là-dessus, tout simplement pour apprendre à leur côté. Donc ça, c'était le deuxième move en agence que j'ai fait et où j'ai rejoint la super équipe de Frog où pareil, on travaillait plutôt quand même pas mal sur les grands comptes, Engie, Sanofi par exemple. Ok, ok, trop bien. Et après, quand tu fais le choix d'aller chez Orange, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui motive ça? Alors ça, c'est hyper intéressant. Ça a été un move assez important pour moi. Donc, j'ai pas mal travaillé sur un rôle de product designer pendant des années, agence, consulting. Et puis, à un moment donné, je suis tombé sur une opportunité. Donc, Eric Marillier, hein, qui est toujours Ouais, Head bien of sûr. Design d'Orange côté grand public, avec Laurent Simonet également sur l'Ops. Ils ont à l'époque ouvert une entité qui était finalement celle de réunir les rôles Ops existants et d'en recruter de nouveaux. Il faut savoir qu'à l'époque, bah, l'équipe Orange grand public, c'était une très très grosse équipe avec plus de 100 collaborateurs impliqués sur les métiers de la research et du design. Et dans ce contexte-là, ce qui était top, bah, c'était que c'est un peu pour moi une première hein, d'essayer d'aller me tourner vers l'Ops. Et ce qui était intéressant, bah, c'est de le faire directement dans un environnement aussi mixte, avec des produits tels que la télé, un site e-commerce, de l'applicatif grand public, service client, etc. Bref, une multitude de produits différents, donc un terrain de jeu incroyable. Et surtout, ce qui était intéressant, bah, c'est d'arriver en Ops dans un écosystème comme celui-ci où chaque geste que tu fais, ça a un impact à l'échelle hyper gros. Voilà, donc pour moi, c'était un petit peu le premier terrain de jeu pour apprendre au fond ce métier qui Donc, était nouveau à l'époque. ok, donc c'est là, c'est la première fois que tu touches au fait d'être design ops. Euh, Moi, j'ai l'impression que par rapport à ce que tu me racontes de ton profil, c'est un peu le rôle qui va réussir à relier toutes tes connaissances du design. Euh, Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, je le sens comme ça.
Et Ouais. j'ai l'impression que c'est pour ça que tu t'y épanouis aussi beaucoup. Ouais, exactement, exactement. Comme je te disais, moi, j'ai construit un peu mon parcours. Bon, après, on a un temps limité pour parler aujourd'hui, hein, mais ce qui était intéressant, c'est Ouais. que mon parcours, je l'ai construit à chaque fois en me disant, tiens, il y a un domaine sur lequel il y a une expertise, j'ai envie de l'avoir. Et puis, au fur et à mesure que tu fais, c'est en faisant souvent que tu commences à dire, OK, voilà ce qui marche, voilà ce qui marche pas. Et lorsque je suis arrivé en Ops, en effet, avec tous ces acquis, bah, ça m'a permis, comme tu le dis, hein, c'est une bonne manière de résumer. Ça m'a permis un peu à un moment donné de remettre à plat un petit peu tout ça. Et puis, bah, encore une fois, de se remettre dans un mode, allez, on va retester des choses. Sauf que cette fois-ci, on va le faire à l'échelle de toutes les équipes autour de soi. Et ça, c'est ce qui fait Trop aussi bien. que ce job est hyper intéressant pour le coup. Ok. Et donc ensuite, là, j'imagine que tu as l'opportunité de Pixis. Et justement, bah, autant qu'on commence à discuter de tout ça, euh, tu rentres donc chez Nexton pour être ensuite en consulting chez Pixis. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer c'était quoi je dirais le postulat de base et le projet de base quand tu arrives quand tu arrives là-bas? Et j'imagine que c'est Quentin, c'est ça qui t'a recruté à l'époque, Quentin Brière-Bordier? C'est ça, exactement. À l'époque, moi, j'ai échangé avec Quentin Briard-Bordier. Lui, il était formateur pour nos équipes sur Orange. C'est ça la petite connexion. Ah, c'est Donc, drôle. petit clin d'œil. Ouais, petit clin Yes. d'œil Ok, ok. à Quentin, que tu as reçu il y a pas longtemps d'ailleurs, Ouais, pour tout le à fait. coup, et qui aujourd'hui travaille pour les équipes de Cdiscount. Et donc, à l'époque, ouais, il était à la direction du design côté Pixies. Et en fait, on avait eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur quelque chose qui était une problématique qu'il avait depuis longtemps et qu'il essayait d'adresser, qui était le fait que il y a une problématique autour de la des standards design. On va pas mal en parler aujourd'hui, mais il y avait cette problématique de se dire, mais à un moment donné, comment, d'un point de vue organisationnel d'une équipe design, comment tu fais pour arriver à établir des seuils de qualité que tu veux atteindre et arriver tout simplement à faire en sorte que l'ensemble du collectif soit tourné autour de l'atteinte de ces niveaux de qualité. Donc à l'époque, voilà, moi j'ai échangé avec Quentin Aurière-Bordier et il m'a tout simplement confié un peu cette mission. Moi, ce qui m'a plu dans la proposition, c'est qu'il y avait tout à faire hein, vraiment sur l'Ops. Et notamment, il y avait un mandat particulier, un enjeu particulier qui était celui du fait que Pixies aujourd'hui, c'est une entité qui a vocation à être aussi un vecteur de change au sein de l'organisation du groupe. Euh, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que globalement, le design, c'est à la fois des équipes qui travaillent au quotidien pour délivrer l'expérience utilisateur, mais c'est également des équipes qui sont engagées sur le fait qu'il y ait du change au sein de l'organisation. Et ça, pour le coup, c'est un super mandat. Ok, ok, ok. Et donc, est-ce que justement, tu peux nous expliquer ce qu'est peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas ce qu'est le design ops, quel est un peu ton rôle, et puis après, on va rentrer dans ce que tu défends en termes de conviction autour de ça. Ouais, avec grand plaisir. Moi, en général, pour présenter le design ops, plutôt que de le présenter de manière compliquée, j'aime bien faire simple. Grosso modo, je prends toujours C'est l'image mieux. des services designers. Je prends l'image des services designers qui travaillent à un moment donné à, à modéliser les parcours et à essayer d'identifier là où il y a des problèmes à solutionner auprès de nos utilisateurs finaux sur nos produits. Et en fait, fondamentalement, moi en tant qu'ops, je fais un peu la même chose, mais pour les designers et researchers de l'équipe. Voilà, tout simplement. Et de manière plus large, avec les développeurs et les product people. Donc moi, mon job, c'est vraiment à un moment donné de faire en sorte à un moment donné qu'il y ait des pratiques qui soient structurées et voilà, qui convergent vers le fait d'atteindre la meilleure qualité possible. Et donc ça correspond notamment au fait d'aller gérer l'outillage, gérer le fait de faire un effort de veille pour voir comment les autres équipes ailleurs sont organisées, potentiellement pour s'en inspirer. Bien entendu, c'est aussi un job de, à un moment donné, modéliser la manière de travailler, les workflows et bien les outils, bien sûr. Donc en fait, c'est une sorte un peu de bras droit du head of design ou du leader design qui va assurer de la bonne organisation de toute l'équipe et puis qui va peut-être travailler justement sur bah, tous les points de friction et essayer de mettre un petit peu de l'huile dans les engrenages, voire même peut-être aller échanger aussi avec peut-être des personnes qui font la même chose que toi, mais côté dev et côté produit. Ouais, là, tu mets le doigt sur un point qui est hyper intéressant.
Moi, quand j'échange avec des dirigeants du design, des managers, dans d'autres organisations, ce que je trouve hyper intéressant, c'est à chaque fois la question qui se pose de se dire, OK, globalement, souvent, les moves précédents, ça a été, il y a quelques années, d'avoir des personnes engagées sur le rôle de lead design system. Et c'était un vrai progrès. Souvent, tu as également des équipes qui sont structurées autour de la research et tu as quelqu'un qui gère la research ops ou à minima quelqu'un qui est tourné sur le fait de bien structurer et une bonne utilisation du repository de research. Ça, souvent, c'est les moves qui, voilà, tout le monde a à peu près fait ses moves dès que l'organisation est assez mature. Mais bien souvent, ils se retrouvent avec une problématique, la problématique suivante. Si l'équipe est assez grande, comment à un moment donné tu rends cohérent tout ce travail et au final qui s'occupe d'aller par exemple aujourd'hui à l'ère de l'IA aller s'assurer que derrière on n'est pas juste en train de tester et de prendre un temps fou à tester des outils qui intègrent l'IA. euh, dans quelle mesure il y a quelqu'un qui va s'occuper de vérifier que ce qui est produit avec ces nouveaux outils est aussi qualitatif qu'avant. Voilà. Et donc lorsque j'échange avec des dirigeants du design, bien souvent ils se posent la question de mais comment on grossit, comment on scale l'organisation. Et ils s'aperçoivent que souvent il y a un endroit où il n'y a pas, où il y a un manque dans l'organisation et c'est souvent dans l'ops. Et c'est là où des profils généralistes comme le mien interviennent. Et, et souvent, enfin, moi, de ce que je comprends aussi, c'est que scaler, mettre du monde dans une équipe, ben, j'allais dire c'est facile. Non, c'est pas facile parce que ça prend du temps, etc. Mais en tout cas, on sait le faire. Grandir, grossir, on sait le faire. Mais après, garder la qualité de delivery et peut-être même augmenter les capacités de production, ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est là où, en fait, toi, dans ton rôle, tu es garant de cette qualité de livrable. Et j'imagine, il y a un peu un côté un peu coût délai qualité qu'on peut retrouver dans les attentes d'un product owner à l'époque, je me rappelle, c'était un petit peu ses attentes. Donc toi, c'est un peu le coût délai qualité peut-être de l'équipe design. Exactement, exactement. C'est un élément qui est transversal en fait à tous les rôles ops. C'est à un moment donné veiller à ce que derrière tu produis des éléments. Je sais pas, à un moment donné un design system lead par exemple, il produit, il s'assure à un moment donné de faire de la maintenance d'un design system et de le faire évoluer. Mais quid de la responsabilité de mesurer l'impact. Voilà. Et donc c'est un peu ce que tu pointes au fond, hein, c'est-à-dire derrière dans quelle mesure tu établis des seuils de qualité, c'est bien, mais dans quelle mesure à un moment donné tu arrives à faire en sorte que ce soit un objet vivant. Moi, je pointe cette dimension de qualité. En fait, pour moi, c'est un point Dieu. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, lorsque j'avais échangé avec Quentin Briard-Bordy à l'époque, c'était une vraie question de fond qu'on s'est posée. Et en fait, cette question, c'était la suivante, c'est de se dire, est-ce que on sait mesurer, est-ce qu'on sait répondre à la question, est-ce que mon livrable est au bon niveau de qualité à tel ou tel moment du process produit. Et ça, ce qui est flippant, c'est qu'il y a énormément d'organisations qui savent pas répondre à ce point. Et en fait, derrière, on s'est dit, ok, donc on posait la question d'arriver à savoir mesurer le niveau de qualité, c'est une chose. Mais en plus, ça questionne ensuite d'autres questions qui sont encore plus complexes du type, c'est quoi la bonne qualité dans notre organisation, dans notre contexte? Parce que si tu regardes une boîte ailleurs qui a un autre type de business et qui a un autre format d'organisation, et ben potentiellement les seuils de qualité seront pas du tout les mêmes. Et d'un coup, ça t'amène dans un nouveau monde où il y a tout un cheminement collectif à avoir. Et alors, peut-être que tu vas pas nous donner tous vos seuils de qualité, mais spécifiques à Pixis, mais est-ce que justement tu pourrais nous donner peut-être je veux dire trois ou deux ou trois peut-être seuils de qualité ou KPI ou même peut-être d'OKR. Parfois, j'avoue que je suis encore très newbie sur ce sujet. Des fois, j'arrive pas trop à faire la différence. Euh, voilà, c'est quoi un petit peu tes indicateurs que vous regardez chez Pixis et peut-être que ça peut inspirer des gens qui nous écoutent. En fait, moi, je vais vulgariser un peu et je vais répondre à ton point après sur la partie chiffrée avec un exemple concret. Ouais. En fait, déjà, reprenons la base. Un designer, potentiellement, ou researcher, ou content designer, qu'est-ce qu'il produit dans le workflow? Prenons un exemple. Je sais pas, demain, un designer va peut-être travailler sur une user journée parce qu'il y a un enjeu à un moment donné d'aller mapper les usages utilisateurs. D'autre part, il y a peut-être, voilà, un autre moment dans le workflow, un designer qui va travailler sur un, une maquette Figma ou un prototype Figma. Voilà deux exemples concrets d'objets sur lesquels, bon, très bien. Individuellement, je vais tâcher de livrer au bon niveau de qualité. Le problème, si je me tourne à côté,
est-ce que l'autre designer à côté de moi, il a en tête les mêmes niveaux de qualité? Et d'un coup, on tombe dans ce monde de, comment, à un moment donné, on mesure cet aspect-là et à quel point on est plus ou moins éloigné du seuil de qualité établi. Donc ça, c'était Et que tout le vraiment monde ait les pour mêmes donner. références, que tout le monde ait les mêmes références. Exactement, exactement. Qu'on ait les mêmes références et qu'après, ça devienne un débat, un sujet de conversation, d'arriver à établir justement qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer pour que notre référence soit encore meilleure demain. Et donc, pour donner un exemple chiffré, ce qui est toujours intéressant, c'est de se dire, OK, ce qui va être intéressant, c'est évidemment le chiffre, il objective une chose, et ce qu'il génère. Donc, je vais prendre un exemple. À un moment donné, ce qui est intéressant, c'est par exemple de se dire, est-ce que, je reprends mon exemple, cette user journée map, est-ce qu'elle est au standard de qualité qu'on a établi? Et là, on va mesurer le delta en pourcentage par rapport au seuil de qualité. Ce qui est intéressant, c'est pas tant de se dire, bon, je suis à 80%, et merde, j'aurais bien aimé être à 100. En fait, ce qui est intéressant, c'est la conversation individuelle ou collective que ça génère. Et ça, c'est top. C'est fondamentalement outiller une documentation, et on parlera d'outillage plus fin et contextualiser d'autre part des standards un peu plus tard, je pense. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire, là, je peux mettre un chiffre, fine, et qu'est-ce que ça renvoie? Et ben en fait, ça va renvoyer à quel endroit potentiellement j'ai un effort à faire pour augmenter la qualité. Parfois, je peux faire cet effort dans le temps imparti, et parfois, je vais potentiellement objectiver une dimension qui est que là où je suis censé faire progresser mon livrable, et c'est un endroit où j'ai une dépendance avec une autre entité potentiellement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et potentiellement, soit le designer a un renvoi, et donc c'est un outil du quotidien qui lui permet de se dire, ah tiens, je vais aller améliorer cet aspect-là pour que ma maquette ou mon user flow, ma user journée, pardon, soit meilleure. Soit il va commencer à objectiver le fait qu'il y a une dépendance ailleurs. Et là, c'est top parce que d'un coup, on a un impact. La personne, elle va pouvoir aller agir, par exemple, avec une autre entité et se dire, bon, vous le voyez, globalement, il nous manque ce type d'information pour nous permettre d'être qualitatif sur tel ou tel objet. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant derrière les chiffres. C'est qu'est-ce que ça change en termes d'impact, en termes de comportement. Et mais par exemple, qui c'est qui calcule justement ce delta entre les attentes, les objectifs et la réalité de ce qui est produit? Tu vois, par exemple, si on reprend le sujet de la user journey ou de la maquette Figma, qui c'est qui dit, C'est tiens, sûr. t'as atteint 80%. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est le lead? Est-ce que c'est la personne toute seule qui s'auto-manage ou qui s'auto-analyse? Et bon, avec les biais qu'on connaît, mais Alors, c'est une super question. Globalement, en fait, que tu poses la question, ça me renvoie à il y a quelques mois, lorsqu'à un moment donné, on en était à un stade où on se disait, c'est quoi le meilleur moyen de mesurer et qui doit le faire? Et en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait chez Pixis? Eh bien, tout simplement, on a testé plusieurs formats. Spontanément, on n'a pas donné de guideline spécifique, on a donné de l'outillage aux équipes et on a regardé un peu ce qui se passait spontanément, pour tout simplement être dans l'itération. C'est-à-dire qu'on va observer ce qui fonctionne pas, et rebondir. Et donc, de manière concrète, on a fait plusieurs formats. Un designer s'auto-évalue. Très bien. Il a un outil au quotidien qui lui permet de voir où est-ce qu'il y a de la marge de progression. Ou deux experts, deux product designers se retrouvent et se disent, OK, voilà mon livrable. Écoute, on se prend une demi-heure chacun en silence. On évalue ce que tu as produit, ce qu'a produit l'un des deux. Et puis après, on croise nos regards sur ce qu'on pense être conforme ou pas. Et ça, c'est super intéressant. Deux experts qui échangent. Encore notre format en review, le lead de son équipe ou la lead de son équipe, euh, sans le dire à personne, c'est pas grave. Mais il y a quelqu'un qui présente à un moment donné un livrable à l'avenir, et le ou la lead, hop, regarde en live directement et utilise le support pour faire des commentaires et challenger ce qui est produit. Voilà, ça c'est plein d'exemples de ce qu'on a testé au début avec un outillage qui était assez rudimentaire, hein. On avait des checklists un peu manuels, et, mais au moins on était déjà engagé sur le fait d'objectiver c'est quoi les critères et d'autre part à un moment donné commencer à les utiliser au quotidien et avoir des premiers retours. Donc ça a vraiment été, on va dire, un peu la préhistoire, nos premières étapes d'usage des standards au quotidien. et je pense que le challenge le plus difficile pour toi, c'est et j'en parle à chaque fois, je t'en ai parlé quand on a préparé l'échange, c'est de pas passer pour la police du Figma, la police du design, et d'être le gars qu'on veut pas croiser dans les couloirs parce qu'on sait que sur notre user of journée, on a oublié telle chose ou il y a tel aspect qu'on n'a pas pu changer parce qu'il y a sûrement des explications. Bref, en tout cas,
il faut avoir beaucoup de bienveillance. Et à la fois, il faut des gens aussi avec une forte maturité autour et une capacité à se remettre en question, pas trop d'ego non plus, mal placé. Enfin, en tout cas, ça demande vraiment des soft skills qui soient vraiment importants pour accepter le design ops et l'intégrer totalement en tant que outil dans l'entreprise. Et ouais, comme tu l'évoques, il y a vraiment souvent quand on pense Ops, on pense outils. Et même moi, quand je me suis présenté tout à l'heure, j'en ai parlé. Mais en fait, comme tu l'évoques, il y a vraiment un enjeu qui est en fait une dynamique d'équipe. Et c'est marrant que tu en parles, mais le mot, alors je sais qu'on a échangé hein, lors de la préparation, mais le mot police du design, ah, il est venu immédiatement, immédiatement. Dès le moment où tu commences à dire, bah les gars, je vais vous mettre un cadre organisationnel, et en plus ce cadre, ça va être une checklist de qualité de ce que vous livrez. Ah, mais c'est immédiatement, tu as cette notion de police qui apparaît. D'où le fait, en effet, qu'il y a tout un travail à faire, d'engager l'équipe. Bah déjà, parce que de toute façon, la légitimité, c'est eux qui l'ont, c'est pas l'Obs. C'est eux qui ont une légitimité à exprimer le bon niveau d'expertise. Donc ça, c'est une première chose. Et après, en effet, ce que tu évoquais, c'est assez drôle. Ça parle de la posture et des compétences, on va dire, du savoir-faire un peu de l'Ops. Quelle posture avoir dans ces cas-là? Et en effet, pour creuser un petit peu plus ce côté-là, bah pour moi, ça a été super difficile. Mais pas que chez Pixies, en fait. Globalement, le rôle Ops, comme tu l'évoques, c'est pas le rôle le plus facile. Et à un moment donné, bah, ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a cette notion où, en tout cas, moi de l'expérience, ce qu'il y a de plus difficile et le savoir-faire que je développe année après année en incarnant ce type de rôle, bah, c'est celui d'être un petit peu en capacité d'adapter sa posture, d'adapter fortement sa posture au contexte. Et ça, bah, ça s'apprend hein, sur le tas tout simplement. Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute. Ouais, et à la fois, j'imagine aussi que dans le recrutement, c'est peut-être des choses sur lesquelles vous faites hyper attention. Peut-être que toi aussi, tu rencontres les gens qui sont intégrés. Et peut-être que, alors, sans mettre des étiquettes aux gens, mais je vais le faire quand même, mais tu vois, peut-être que le profil un peu founding designer qui ship à toute patate et qui va certes tester après, mais quand c'est en prod et voilà, et donc il faut que ce soit live et donc il fait ce qu'il peut et souvent en plus il a un très bon craft et il a la tête bien faite et donc ça rentre plus ou moins, mais bon, ça peut créer des dettes plus tard, etc. Euh, je pense que ce profil-là en soi, est-ce que chez Pixis il va s'épanouir, peut-être pas, versus peut-être le designer qui a peut-être plus travaillé dans des organisations corporate, qui ont peut-être eu des organisations de design ops auparavant, qui savent un peu comment ça fonctionne et qui ont une facilité à rentrer dans ce type de process parce qu'on peut comprendre pour une entreprise comme Pixis qu'on a besoin d'un niveau de qualité qui soit le plus optimal possible. Donc, il faut rentrer dans cet état d'esprit-là. Et c'est pas si simple Ouais. tu vois, le plus dur, moi, je trouve, dans la performance, c'est de la garder continue. Euh, et Ouais, je d'être suis... performant tout le temps dans son design et d'avoir comme ça cette continuité, mais parce qu'on t'aide autour, c'est pas si simple. Voilà, donc tout ça pour te dire que je pense qu'aussi dans le recrutement, il doit y avoir un Ouais, gros aspect. ouais, je suis d'accord avec ça. Alors déjà, aujourd'hui, donc c'est Isabelle Richard qui est Head of Design hein, sur le périmètre Pixies. Et donc c'est elle, en effet, qui a ces enjeux de management de l'équipe. Mais globalement, moi, ce que j'ai pu constater, c'est il y a toujours une culture, depuis mon arrivée au sein de Pixies, il y a toujours une culture de privilégier les team players, clairement. Donc, j'ai presque envie de dire, je pense que c'est un virage qui a été pris à peu près à l'époque d'avoir un mode organisationnel avec des personnes qui apprécient d'avoir un fort niveau d'engagement sur les sujets Ops, d'une part, et, euh, et d'autre part qui sont à même d'accepter d'être challengés et pas qu'une fois. Voilà, de manière régulière sur leur delivery au quotidien et même sur leurs croyances, sur ce qu'ils pensent être quoi, la bonne manière de réaliser telle ou telle chose. Donc ça aujourd'hui, c'est un peu l'ADN de l'équipe. Après, je voudrais pas caricaturer non plus, c'est-à-dire qu'en même temps,
contrairement à ce que tu évoquais, on a des gens derrière avec des parcours très très différents. C'est juste que globalement, je pense qu'il y a cette fibre qui est privilégiée. En revanche, derrière, tu te retrouves avec des gens qui ont des horizons assez spécifiques, assez différents. Et je pense que c'est aussi ça qui fait un peu la richesse et c'est des points de vue croisés qui sont assez différents et qui viennent enrichir le tout. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que moi, j'aime bien un peu grossir le trait parce que comme ça, tout le monde peut se projeter et voir un peu tout de suite les deux profils très différents. Je trouve que dans le design, il y a tellement de profils différents. Rien que juste par rapport au secteur dans lequel on a travaillé, sur les sujets, est-ce que c'est du B2B, du B2C, du B2E? Déjà, ça change tout. Donc, C'est clair. voilà. Ok. Et justement, toi, quand tu es arrivé, est-ce que il y avait déjà un petit peu du design ops ou c'était vraiment tout neuf? Et ensuite, j'allais te dire un peu quelles sont toi tes convictions de, de designer et de design ops que tu as pu mettre en place chez Pixis. Et en fait, un peu en filigrane de tout ça, c'est quoi les bonnes pratiques du design ops en fait que tu conseilles? Bah, ouais, c'est des bonnes questions. C'est des bonnes questions. Alors, je pars du point de J'essaye, hein, départ. j'essaye. J'en ai beaucoup à chaque fois. J'en ai beaucoup à chaque fois, je suis désolé. J'en avais écouté 2 enregistrements. Franchement, c'est toujours très quali. Alors déjà, dans le contexte de base, pour répondre à ton premier point, le contexte de base chez Pixis, en fait, c'était des équipes qui étaient déjà avec une forte seniorité, d'une part, et un niveau d'engagement à commencer un peu de documentation. Et voilà. Donc moi, quand je les ai rejoints, il y avait un ops qui était déjà là, mais qui n'était pas encore très structuré, tout simplement. Et on parlait pas encore au fond vraiment de seuil de qualité. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour placer un peu un point de départ. Et pour rebondir sur ton point suivant qui était, bon, bah voilà, globalement, comment on a mené un peu notre barque, bah moi, je vais poser un peu une première expression. En général, quand tu arrives dans une équipe et que tu commences à mettre en place de l'Ops, évidemment, tu veux raconter le rôle, comment on va réaliser les choses, etc. Et bien souvent, dans la tête des gens, ils entendent il s'agit d'établir des standards, au bout d'un moment, ils comprennent, hein, en se disant, bon, bah attends, si moi, ici, à tel poste, je suis product designer, je livre un niveau de qualité, et à côté, l'autre personne ne livre pas du tout le même niveau de qualité, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Donc, à un moment donné, il y a un engagement, il y a une logique où on se dit, ok, bah c'est normal, ce gars arrive, il veut venir nous aider à structurer tout ça, donc c'est ok. Problème, tout le monde pense, l'Ops y compris, hein, potentiellement, que ça va se passer de la manière suivante. Il y a un problème critique à un endroit, il est tellement critique, faut le solutionner dans le workflow, ok. Et bah, qu'est-ce qui se passe? On va faire un standard et et c'est parti. Problème. Ça, c'est un peu comme ça qu'on raisonne, alors qu'en fait, c'est oublier à quel point un collectif, euh, travailler de manière collective, c'est important, mais ça nécessite par ailleurs énormément d'étapes de maturité. Et en fait, c'est pas en essayant de foncer en se disant bon bah le mois prochain c'est bon, on a un standard, hop on passe à autre chose. Si vous partez dans cette direction-là, c'est peut-être le premier conseil, ça ne fonctionne pas. En fait, ce qu'il faut, c'est pas éviter d'avoir des difficultés. C'est arriver à potentiellement objectiver le fait qu'elles existent. Je vais en parler un petit peu, donc ça n'empêche pas d'avoir des bons conseils, mais il faut pas se dire on va éviter d'avoir des problèmes. Parce qu'en fait, on n'apprend pas. J'enfonce peut-être des portes ouvertes en disant ça, mais collectivement, on n'apprend pas. Et derrière, on se confronte pas aux difficultés. Voilà, donc ça, c'était un petit peu le premier gros tips. Et si j'avance un petit peu bah, dans mon raisonnement, globalement, en fait, pour essayer de solutionner un problème critique et arriver à établir un standard de qualité qui est utilisé collectivement par tous, et ben en fait, il y a un cheminement qui est hyper important à traverser. Il est peut-être différent en fonction des boîtes. Hein. Moi, j'ai pas une science, la science infuse sur ce qui se passe dans tous les écosystèmes. Mais en tout cas, je suis là pour partager quelques bonnes pratiques. Ok. Et donc, Et ouais, vas-y, excuse-moi. non, non, vas-y, je t'en prie. Je sais pas si tu avais Non, ben une question par rapport à j'allais ça. rebondir sur en fait, imaginons, moi je suis head of design et je me dis, tiens, j'ai une équipe de 15 personnes. Est-ce que ça vaut le coût à la fois financier et le coût global d'intégrer un design ops? Entre guillemets, sous cette question, c'est à quel moment on intègre de l'ops? Et ensuite, c'est un peu aussi comment défendre l'ops en termes financiers, tu vois? Quel est le niveau de qualité, tu vois? Est-ce que, euh, est-ce que vous avez des KPI qui sont suivis pour vous, de vous dire, grâce à l'arrivée de Thomas ou d'une autre personne,
le niveau de qualité du design a évolué comme ça, la productivité, elle a évolué de cette façon-là, etc. Parce que parfois, c'est des rôles qui, comme ça, un peu support, peuvent être parfois assez souvent remis en question, tu sais, par le gars qui fait son Figma. Ouais, mais de toute façon, Complètement. Thomas, il produit rien. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Ça peut arriver. C'est, Et voilà, c'est un peu, tu vois, comment bah ouais, défendre ce rôle, en fait. c'est des postes en effet où ça arrive souvent ce que tu évoques, à savoir d'aller questionner un peu la valeur apportée, vs un designer qui va produire ses maquettes par exemple, Ouais. et qui va faire la recette de ce qui part en prod. Ouais, je suis d'accord, c'est une question qui revient souvent. Alors déjà pour le trigger, donc qu'est-ce qui fait qu'en général une équipe elle a besoin d'un ops? Comme je te le disais, souvent tu as un design system lead et c'est vraiment un rôle clé. Et parfois tu as un engagement déjà sur de la research ops, c'est pas toujours le cas. Mais globalement, bien souvent, ces équipes, elles se posent la question de, avec le staff actuel, des researchers qui sont ops un peu de temps en temps, souvent un design system lead, dans le meilleur des cas, qui est full time sur le design system ou les design systems. Et problème, est-ce que c'est pas vraiment le manager qui a le temps d'aller gérer de l'ops, puisque bah il a le suivi RH à faire, le fait d'aller convaincre dans l'organisation qu'il faut aller dans telle ou telle direction, etc. Et ça, c'est une vraie bonne question qui se pose. En général, tu as deux indicateurs qui font que globalement, il est urgent de se poser en tout cas la question, pas nécessairement de créer un recrutement, mais en tout cas, soit de structurer son équipe avec un engagement ops qui est plus structuré, soit de faire un recrutement, en effet, en complément. Et souvent, c'est à quel point on a un même problème qui est répété plusieurs fois, euh, et Ouais, surtout et qu'on sur n'arrive lequel pas à solutionner. personne, tout le monde se renvoie un peu la balle. Non, mais ça, c'est au head C'est of ça. design, c'est au lead, c'est à X, c'est à Y. Oui, mais parce que lui, il a plus de compétences en ça. Et puis ça, c'est son C'est ça. sujet. Ok. Très bien. Tout simplement, en fait, c'est à quel point on se retrouve avec le même problème, on le voit arriver à chaque fois. Et en fait, en plus, donc ça c'est le premier point, donc les problèmes répétés, potentiellement avec un niveau de criticité bien entendu important, et d'autre part, bah, le constat qu'on fait à chaque fois, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à les solutionner. Voilà, pour moi, c'est la réponse, elle est aussi simple que ça, c'est à ce moment-là que c'est important de se poser la question. C'est pas une question de recrutement d'ops, hein, c'est vraiment une question de à quel point on structure son équipe. Après, moi, ce que je voulais dire, Paul, c'est que à l'ère où on a globalement de l'intégration de l'IA, qui est une technologie un peu particulière, qui est un modèle probabiliste. Ça pose la question suivante. Dans quelle mesure, demain, si on n'a pas voilà, un engagement assez structuré de l'Ops en interne, à quel point il y a encore un risque encore plus gros d'utiliser des outils sur lesquels on va potentiellement Mm. pas trop savoir si ils font le job aussi bien qu'avant, moins bien qu'avant, si c'est le bon outil, etc. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, l'Ops, il est un tournant, au même titre que l'ensemble du métier du design, qui est celui de, bah, globalement, il est probable que le fait de structurer les équipes et d'établir des scores de qualité utilisés par toutes les équipes, ça va devenir un enjeu majeur. Et donc, en termes d'organisation, ça aura un impact, je pense. Et donc, justement, on a parlé un peu enfin, on n'a pas encore parlé des outils. Euh, Dans le rôle du design ops, c'est un petit peu le côté, ben, la veille sur les nouveaux outils qui arrivent, euh, savoir quelle est la stack qu'on met en place dans l'entreprise pour qu'elle soit la plus optimisée et automatisable, j'imagine, possible. Voilà. Toi, quelle est ta vision par rapport aux outils? Et j'allais dire, est-ce que tu peux nous partager quelques choix que toi tu apprécies, des outils que tu apprécies et que tu trouves performants les uns avec les autres? Ouais, avec plaisir. Alors, pour répondre à ton premier point, globalement, moi, ce qui me surprend la plupart du temps, dans pas mal d'organisations, c'est le fait qu'il y avait pas mal d'engagement sur le fait d'aller tester les nouveaux outils qui intègrent de l'IA. C'est très bien, je pense que c'est important. Mais le problème, c'est que si derrière, on a des équipes qui sont engagées uniquement sur le fait d'aller, entre guillemets, tester les nouveaux jouets un petit peu, ça pose la problématique suivante. C'est que derrière, dans quelle mesure il y avait déjà au sein de cette organisation euh, une idée suffisamment claire de c'est quoi le processus qu'on a aujourd'hui, parce que c'est pas toujours une évidence, et dans ce processus, quels sont les seuils de qualité qu'on attend. J'y reviens à chaque fois, hein, donc désolé, ça fait peut-être un peu un effet de Non, répétition, mais ce qui est hyper important là-dessus, c'est c'est que la pédagogie, potentiellement, hein, ça commence comme ça. bah ouais, ça commence avec la répétition, c'est important. L'Obs, on le sait ça. Et en fait, ce qui est hyper important, à un moment donné, c'est ça, c'est de se dire pourquoi aujourd'hui il y a autant d'organisations qui font de la veille, et de la veille, c'est hyper important. C'est une activité qu'il faut faire quotidiennement, notamment sur l'outillage. Et la problématique, c'est pourquoi autant d'équipes se saisissent du fait d'aller tester les outils. Bah, tout simplement parce qu'en fait, c'est sympa. On a envie, nous, spontanément,
de faire ça. Et donc, on fait ce qu'on a envie, mais à quel point c'est enviable et souhaitable pour l'organisation, ça, c'est pas toujours une évidence. Et à un moment donné, il faut un équilibre. Il faut un équilibre entre un engagement de je teste les outils et il y a un autre équilibre où il faut à un moment donné qu'on arrive à se dire, OK, dans notre organisation, dans ce contexte bien précis, voilà ce qu'on doit maintenir comme qualité, voir où est-ce qu'on pourrait l'augmenter, à quel endroit on pourrait potentiellement l'augmenter. Et là, on questionne l'IA différemment. On se dit pas juste, on va prendre une IA, demain, elle fera les maquettes à notre place. Point. C'est qu'est-ce qu'on cherche à impacter en essayant d'adopter ce type d'outil et en quoi c'est vraiment pertinent dans notre contexte. Et ça, c'est des questions d'ops Ouais, qui c'est sont ça. super C'est toi qui intéressantes. Et réponds avec l'équipe, tu y réponds, mais c'est toi qui passes le temps dessus à se dire, bah, tiens, tel outil fait ça, tel outil fait ça. On a un problème de productivité sur cet aspect. Tiens, si on utilise cet outil-là, ça nous permettra d'automatiser ce point, par exemple. Je parle beaucoup d'automatisation, mais il y a aussi beaucoup de choses, j'imagine, sur exactement, la qualité aussi. Par exemple, exactement, souvent, exactement. Après, j'imagine que sur la partie, sur la partie research et research repository, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail autour de ça. Euh, et donc justement, est-ce que tu peux après, nous apporter donner ton avis aussi, mais nous donner un peu quelques outils que toi t'aimes bien? ouais, ouais, ouais. Bah écoute, moi j'ai envie de parler en tant qu'ops aujourd'hui. Moi, je teste en parallèle des activités que j'ai chez Pixies. Je fais des tests à part, déjà avec des jeux de données anonymisés qui ont rien à voir. Je fais des tests avec Claude, notamment, pour voir dans quelle mesure des paramétrages qu'on a pu faire sur des assistants IA avec d'autres outils pour comparer un peu le niveau de performance. Et franchement, avec Claude, on arrive à des choses assez intéressantes, à la fois pour la simplicité pour connecter les datas, et également par rapport à la performance du modèle, tout simplement. Donc moi, voilà, je n'irai pas dans une énorme liste à un moment donné d'outillage qui intègre l'IA. En tout cas, en tant qu'Ops, moi je trouve qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est en devenir et qui est hyper Claude. intéressant. Ouais. Ouais, Claude, exactement. Et C'est après, Anthropic, je, c'est ça, hein, ouais, c'est, exact. ouais, ok. C'est ça. Et c'est un modèle, en tout cas, dans les use cases que j'ai testé moi à titre individuel, j'ai trouvé ça assez pertinent et je pense que c'est vraiment en devenir. Et après, globalement, tu as aussi des outils qui potentiellement n'intègrent pas d'IA mais qui font des choses intéressantes. Lorsqu'on avait préparé la session, moi je t'avais parlé rapidement de deux super outils qui ont été des étapes, qui sont un peu en fait des étapes intermédiaires qu'on met en place et qu'on a conçues au sein de Pixies. C'est des outils, par exemple, pour nous aider à améliorer la production de nos maquettes sous Figma. On a la chance d'avoir dans l'équipe notamment Xavier Bellion. Donc Xavier Bellion, il est freelance et il a travaillé avec nous sur SystemUp, qui est un outil qui permet par exemple d'aller répondre à un des critères de qualité. Ah ça y est, je t'en donne un vrai pour le coup. D'ailleurs, tu posais la question. Un critère de qualité qui est est-ce que ma maquette, est-ce que tous les composants sont connectés avec avec le design system et sinon, pourquoi? Et il s'agit de l'exprimer. Ça, c'est un des outils qu'on utilise. Donc là, je te donne un exemple. Il contient pas l'IA. Et à un moment donné, il automatise une tâche qui est potentiellement hyper lourde. Aller dans les layers et regarder si je suis propre et aller détecter là où il y a mes composants. C'est pas une tâche qui est hyper plaisante pour les product designers et potentiellement elle est extrêmement chronophage. Bah là, c'est un exemple de l'IA. Elle est potentiellement, pour le moment, pas requise. On a une solution outillée Ouais, ça me va qui très nous bien, hein, permet de tu faire sais, ça. pas Et mettre de donc, l'IA à ça, tout c'est bout. aussi pour. Bah oui, c'est ça. Des fois, c'est pas toujours une nécessité. D'autre part, tu vois, on a testé, on en avait parlé aussi, puis ce sera mon dernier exemple. Mais on a une solution qui a déjà été communiquée par Pixis, donc j'ai le droit d'en parler un petit peu. Mais globalement, PicCheck, c'est un plugin Figma qu'on a mis en place, tout simplement, qui vient permettre à un moment donné d'objectiver les critères de qualité manuellement que on doit avoir par rapport à une maquette donnée. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça vient ventiler l'impact de chacun de ces critères, si je la coche ou pas, au regard de plusieurs dimensions telles que l'accessibilité, l'éco-conception, etc., etc., et d'autres dimensions. Et en fait, c'est un super outil pour le designer parce qu'en fait, lui, il se permet d'un coup de pouvoir objectiver là où il a une dette. À la fin, il a des scores à la fois globaux sur la qualité de sa maquette, mais il a aussi des scores par rapport à des domaines donnés de ce qui est attendu en termes d'ergonomie, par exemple. Et ça, Ouais, c'est un super outil. Et encore une fois, ça n'utilise pas l'IA, ou en tout cas pas encore. et puis j'imagine que il y a un côté de ces des fois des bonnes pratiques toutes bêtes et juste qui sont un petit peu embêtantes
on n'a pas trop envie de le faire, etc. Et au final, juste ça te le rappelle, tu te dis, tiens, je sais pas, la photo, est-ce que tu peux la renommer de telle façon? Ça permettra aux gens qui font de l'audio description du site web de comprendre ce qu'il a en face de lui, quoi. Exactement. En fait, c'est des trucs tout bêtes comme Exact. ça et ce sera pas des chiffres et des lettres et qui vont. Et ça, c'est important pour l'accessibilité, mais peut-être que c'est des petites touches de détails euh, qui sont peut-être un peu lourdes parfois pour certains designers qui n'ont pas envie vraiment de le faire. Et pour eux, le truc est fini, mais au final, eh ben, ça permet d'aller chercher dans les détails ben, les gains marginaux, quoi, de qualité. Exactement. Et en fait, là, je te l'ai énoncé en version manuelle. Voilà. Et en fait, mon message, hein, pour partager un peu de tips aussi dans l'échange, c'est à un moment donné, pourquoi se passer de cette étape manuelle avant de foncer vers l'IA? Voilà, si derrière tu te mets à utiliser une IA qui potentiellement check tes maquettes, mais elle check quoi exactement? Quels critères? Et c'est là où il est important à un moment donné de se dire, OK, on va aller utiliser l'IA demain dans nos workflows, évidemment. Mais par contre, il y a tout ce travail de testons les choses de manière simple d'abord avec des grilles Excel, avec des plugins dans Figma qu'on conçoit nous-mêmes. Et ensuite, on pourra potentiellement activer l'IA. T'imagines demain, en une seconde, et d'un coup, tu as l'IA qui te dit, ah bah voilà, globalement, moi je t'ai déjà fait l'auto-check, globalement, et voilà les endroits où il y a encore des actions à mener. Ok, bah super. Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées sur le design ops? C'est des choses dont tu voulais parler et que j'ai peut-être pas su rebondir dessus là dans l'échange. Ah bah écoute, non, non, globalement, moi déjà, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Après, globalement, je pense que l'Ops, ça parlera pas à tout le monde non plus, parce que bah, à un moment donné, ça reste le métier qui est un peu moins représenté dans les organisations. Moi, mon souhait, en tout cas dans l'échange, c'était aussi à un moment donné de faire en sorte que bah, déjà d'éveiller les gens au fait qu'à un moment donné, cette notion euh, cette ambition d'atteindre un bon niveau de qualité, c'est pas juste un sujet de manager un peu théorique. C'est quelque chose qui est vraiment un enjeu opérationnel avec un métier derrière et surtout un enjeu aujourd'hui à l'ère de l'IA. Voilà, c'était un peu mon grand message. C'est aujourd'hui, attention à tester beaucoup d'outils IA, c'est super, c'est vachement important, mais attention, ne le faites pas n'importe comment et derrière, il y a aussi des enjeux de sauvegarder la qualité avant de l'améliorer ensuite. Ouais, et puis ce que j'allais dire dans la qualité, ça veut dire aussi bah, justement toutes ces normes aujourd'hui d'accessibilité, d'éco-conception qui sont prises en compte. Et en soi, aller vers ce niveau de qualité-là, c'est aussi bah, répondre aux problématiques de notre monde d'aujourd'hui, aux problématiques de nos utilisateurs et d'avoir un impact sain sur ces utilisateurs. Donc, faut pas voir, enfin voilà, tout ça pour défendre aussi un petit peu la notion de qualité, euh, qui n'est pas nécessairement un craft magnifique, mais Ouais, je c'est suis dans les d'accord. détails voilà, que le diable se cache, je crois que c'est ça comme ça qu'on dit. Je crois, ouais, ouais. Après, je suis pas, Le diable se cache dans les détails ou quelque chose comme ça, je sais plus. Voilà. ouais, je crois que c'est ça. Après, moi, je suis nul en expression, hein. Mais t'as raison, c'est pas une fin en soi. La qualité, c'est pas une fin en soi. C'est là où je te rejoins. Et en fait, c'est que derrière, il y a un impact business réel et il y a un impact sur les usagers. Et en fait, voilà, c'est ça notre job à la base. Et donc derrière, voilà, c'est pas un petit sujet et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler de plus en plus. Euh, Bah écoute Thomas, on arrive sur la fin du podcast et merci de nous avoir partagé toutes ces infos sur le design hub, c'était hyper intéressant. Et en fait, pour finir, moi j'aime bien avoir trois questions qui sont peut-être les plus complexes de ce podcast. Attention. Attention. Euh, non, j'allais dire, la première, c'est est-ce que tu as une source d'information, tu me parlais de veille tout à l'heure, que tu nous recommandes aux gens qui nous écoutent? Bah écoute, moi aujourd'hui, de plus en plus, je constate que je reviens toujours à un sujet qui est assez, à une source qui est assez basique. C'est le site de Norman and Nielsen Group. Donc ça a l'air pas très pointu comme ça, d'un Ouais, point de vue, pas on va très dire sexy aussi ce innovation. site, hein. Oh là là. Ouais, 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 ils assument vraiment ce côté, une ergonomie datée et Ouais. un look and feel un peu daté. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à chaque fois, je trouve que c'est une super source complémentaire à d'autres. Parce qu'en fait, eux, ils viennent, je trouve, à chaque fois mettre des garde-fous autour de énormément de nos pratiques. Et donc derrière, quand tu vois des choses des fois qui sont tournées vers l'innovation, des choses qui, comme beaucoup de contenu hein, sur le web, sur les réseaux, sont des fois très tournées vers la promotion quand même, hein.
Bien sûr. le fait de briller plus que d'apporter de la profondeur. Et donc, je trouve que c'est toujours un super challenger. Voilà, donc moi en général, en tout cas en Ops, hein, c'est vraiment un site sur lequel je reviens Ouais, souvent. Et puis après, il y a beaucoup de littérature aussi, plutôt des bouquins, sur lesquels moi je trouve qu'il y a encore des choses qui des fois datent d'il y a 20, 30 ans. Et quand tu vois un peu ce qu'ils affirmaient déjà dans la manière de documenter les pratiques, bah, ça nous aide encore aujourd'hui. Ok, trop bien. Euh, et enfin, les deux dernières questions, c'est est-ce que tu as un film à nous recommander, un seul, et un album de musique? Un film et un album de musique. Alors, pour le film, bah là récemment, c'était plutôt. T'as raison, c'est les plus durs. Laquelle choisir en fait? Plutôt que de choisir un classique du genre, je dirais plutôt une série que je viens de démarrer seulement la semaine dernière. C'était Smoke. Je sais pas si on prononce comme ça le nom de la série. Euh, En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un auteur de polar qui est producteur de cette série pour la première fois. Et en fait, c'est lui qui a écrit des trucs qui ont été adaptés au ciné comme Mystic River ou Shutter Island, par exemple. C'est Dennis Lehan. Et en fait, là, voilà, coproduit, je crois, cette série qui parle des pompiers qui pour le coup, commettent également des incendies. Voilà, donc c'est un sujet où tu as des tueurs en série, mais qui utilisent le feu comme vecteur. C'est Ok, particulier, mais c'est une super belle série. ok, trop bien. Bah, franchement, moi, j'en ai pas entendu parler, donc en tout cas, les références sont les bonnes. Ça donne envie. Ok, et un album de musique? Ah, mon album de musique préféré, pas celui que je... Ah, Enfin, celui que ouais, tu nous alors conseilles, là, quoi. celui que je vous conseille, J'imagine que c'est bon, ton moi, préféré. Tu vas pas nous conseiller un album que t'aimes pas? non, mais tout à l'heure, j'essaie de prendre un truc récent pour les séries. Et là, je vais plutôt prendre un classique. Bah, moi, je sais pas si toi, t'écoutes du hip-hop US. Moi, j'ai toujours adoré ça depuis tout jeune. Et peut-être que ça va te parler, mais moi, j'adore l'album de Hunter the Wu-Tang. C'est un album de début des années 90 du Wu-Tang Clan. Ouais, Et ouais, bien sûr. voilà, pour moi, un des grands classiques. Donc, pas très nouveau et pour C'est la autant, toujours 36e agréable à chambre, c'est réécouter, quoi. ça? C'est Hunter and the Ouais, Wu-Tang, c'est 36e celle-là. chambre. Ouais, je suis T'as plus, hein, ça d'ailleurs, doit très dater, bien, ouais, excellent tout choix. début. Et t'as regardé Pour ceux d'ailleurs qui la aiment le série hip-hop, en tout sur. cas. Ouais, t'as regardé la série justement sur le Wu-Tang? Ah non, 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 il y a une série sur le Non, Wu-Tang, sur je la suis passé à création du côté. Wu-Tang. Ouais, sur la création du Wu-Tang. En fait, avant qu'il soit créé, tu les vois, ils ont 18-19 ans dans les rues de Staten Island. Ils, Excellent. ils sont, ils se connaissent, mais ils se connaissent un peu de loin, voire même c'est un peu des gens de gangs rivaux. Et au final, tu les vois évoluer jusqu'à ce qu'ils commencent tous un peu à se rencontrer et à faire de la musique ensemble. Et c'était très sympa. C'est sur Stars. Ah, Euh, mais faut trop que je découvre ça. ouais, Tu te rappelles ouais, du ouais, nom de la c'est très série ou... sympa et avec un focus sur Reza et sa vie. Donc Ah, c'est très top. bien. Je Bah suis écoute, tombé ouais, sur ouais, je suis de quelqu'un la qui même. écoute du hip-hop aussi. Ouais, beaucoup, ouais, ouais, beaucoup. Je suis de la même culture. Trop bien. Eh ben écoute, Ah bah cool, à ça va me regarder. donner envie de m'y remettre dedans euh, quand je vais sortir du coworking. Ben, merci Thomas, c'était un plaisir. Ouais, merci beaucoup encore une fois, Paulin, de m'avoir invité. Donc j'espère que j'ai intéressé tout le monde un peu avec ces sujets Ops, hein, qui sont quand même des trucs un peu niches et pour autant, ouais, je trouvais ça cool aussi de parler de nos métiers où on sait pas toujours ce qui s'y passe derrière, quoi. Ouais, il y a des métiers qui font sens dans des organisations pour donner du sens aux organisations et pour délivrer de la qualité dans la durée et garder justement ce niveau de performance. Moi, c'est un peu ça que je retiens et c'est vrai que si on n'est pas accompagné pour ça, c'est quand même compliqué d'avoir c'est un peu ce garde-fou, garde-boue en tant que designer pour aller vers ce produit ou alors il faut être déjà très cadré dans sa tête et ça. Et souvent, on sait que les designers, ça peut aller un peu dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que c'est bien. Je dis ça, mais les commerciaux, c'est pareil, hein. Mais Ah tu ouais, vois, c'est nous, vrai. dans le commerce, on n'en a pas vraiment des ops. Et je pense que ça aurait vraiment de l'impact. Mais on y viendra peut-être. C'est possible que c'est des C'est sûr. métiers non spécifiques au design qui vont arriver avec les Avec des technos de plus méthodologies en de plus. designer, hein. Avec des Bah méthodologies de complètement, designer, c'est les mêmes, ça, ouais. ça ferait sens. Bon, bah super, Thomas. Je te souhaite une très belle journée. C'était un vrai Ouais, plaisir. Et puis, merci. écoute, on continue de Merci, se suivre merci. sur les réseaux et puis on te souhaite le meilleur pour la suite avec Pixis et avec Nexton. À bientôt. C'est top.
Merci beaucoup, Paul. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.